Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Alchimiste du Sacré, un espace de partage, de rencontres et d'échanges sincères autour de la santé des femmes principalement, mais de la santé aussi de façon générale pour cette capsule santé. Je m'appelle Audrey, j'espère que ma voix vous trouve en pleine forme et aujourd'hui avec moi, j'ai Thomas Herpicom pour ce premier épisode des capsules santé de la chaîne. Thomas Herpicom, qui est docteur en biochimie de l'Université de Liège, qui réside en Provence, à Saint-Rémy, en France, et qui nous fait l'honneur aujourd'hui de partager ce moment pour discuter, pour échanger sur la santé. Bonjour Thomas. Bonjour Audrey. Merci d'avoir accepté l'invitation, de te prêter à ce jeu-là. On aurait pu se rencontrer il y a bien longtemps, et puis finalement, c'était déjà il y a 10 ans, une bonne dizaine d'années, si je me trompe. Mon Dieu, le temps passe vite. N'est-ce pas? Oui. Grâce à Marc et Sarah, peut-être qu'ils nous entendront sur cet échange-là, qui nous ont permis cette rencontre à une époque où, d'une manière plutôt empirique, de mon côté, dans mon expérience personnelle, je découvrais un petit peu l'impact de l'alimentation sur notre santé, sur notre bien-être. Et puis tu es arrivé là, on a eu cette conversation à Saint-Rémy de Provence, tu m'as parlé un petit peu de ce que tu faisais, de qui tu étais. Donc est-ce que tu pourrais déjà nous présenter, nous raconter un peu qui tu es, ce que tu fais, pour nos auditeurs, pour les prochaines fois où tu serais peut-être encore avec nous. Bonjour à tous. Merci Audrey de faire participer à cette fantastique chaîne de la chimie de la naissance. C'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps, car depuis 30 ans, je travaille sur les œufs. En fait, on est tous issus d'un œuf. Et il y a 30 ans, j'ai étudié les œufs de poule pour voir quel était l'impact de l'alimentation des poules sur la qualité de l'œuf. Et ça, c'est un sujet extraordinaire. Et je me suis très rapidement rendu compte que le seul élément qui changeait dans l'œuf en fonction de l'alimentation, c'est le taux d'oméga 3. Aujourd'hui, les poules ont 30 fois moins d'oméga 3 enfin les œufs de poule ont 30 fois moins d'oméga 3 que les œufs de poule sauvages que l'on peut rencontrer dans la nature. Et je me suis posé cette question-là, pourquoi finalement on a une telle déviation, quelles sont les origines et comment est-ce qu'on pourrait faire pour retrouver cet équilibre oméga 3, oméga 6. Et ça aboutit à dépôt d'un brevet en 1997, le premier brevet, pour faire l'œuf Columbus. Et ça m'a permis de découvrir en fait l'alchimie de la vie. C'est l'alchimie de la naissance, mais ici c'est l'alchimie de la vie. Et en sachant qu'on est tous issus de l'œuf, et je pourrais faire un raccourci extrêmement rapide en disant que finalement, ce que j'ai fait pour la poule peut être adapté pour l'homme et la femme, bien sûr, surtout la femme, au point de vue de tout ce qui est l'accompagnement lors de dès la fécondation jusqu'à la naissance et l'allaitement, avec cette teneur en oméga 3. Hyper intéressant, oui, c'est vrai qu'après on s'est rejoint justement sur mon parcours de sage-femme et tout ce qui concerne la périnatalité. Donc effectivement, ça fait une belle analogie ici, merci déjà. Hyper intéressant pour la santé des femmes, mais avant peut-être effectivement d'enchaîner là-dessus, sur cette passion-là qui est arrivée sur ces oméga 3, cet équilibre oméga 3, oméga 6, qu'est-ce qui fait que toi, dans ton parcours à toi, finalement, tu as décidé de te spécialiser? Et puis, qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée d'ailleurs à l'œuf au départ? Alors, c'est un concours de circonstances, c'est-à-dire que j'ai une carrière, je suis déjà assez âgé, parce que j'ai 65 ans, mais donc j'étais le premier docteur en biochimie en Belgique. J'ai eu la chance de travailler dans différents domaines, du génétique à la microbiologie, à la fermentation et autres. Et en 97, donc j'ai rejoint une petite société en Belgique qui avait fait ces œufs-là, et je me suis lancé dans le domaine de l'œuf. Donc j'ai une formation à la fois
académique et industrielle, parce que j'ai eu la chance de travailler dans des grands groupes. Et j'ai aussi une formation maintenant de micronutritionniste, en plus de ma approche biochimique. Donc, ce que vous voyez derrière moi, c'est pas un papier peint, mais c'est juste en fait les voies métaboliques. Donc, je suis un spécialiste des voies métaboliques et de déterminer à quelle étape de ces différentes transformations. Audrey, le cours de biochimie, c'est un peu loin pour toi, mais Quand même, oui, quand je même, il y a de donnais l'art. justement cours aux infirmières à Liège, Oui. peut-être à l'époque, il y a 30 ans, au Barbeau. Et Là où on aurait donc, pu se rencontrer à l'époque, on aurait pu finalement. se rencontrer, tout à fait, tout à Mhm. fait. Et donc, je suis passionné par ces voies métaboliques qui, sous un dehors extrêmement complexe, vraiment rébarbatif, est en fait quelque chose de très, très simple dès qu'on a compris le lien, qu'on a pu suivre le fil d'Ariane. Mais on ne va pas vous ennuyer avec tout ça aujourd'hui, mais ce que Mhm. j'essaie de déterminer, c'est quelles sont les étapes limitantes, ou plutôt quelles erreurs nous avons fait dans notre alimentation pour arriver à des problèmes de santé. Et en fait, déterminer quels sont les problèmes. Et aujourd'hui, ces recherches sont confirmées maintenant par toutes les plus grandes recherches mondiales, publications du Lancet, de Nature, de Harvard et autres, montrant que finalement l'alimentation que je préconise, l'alimentation méditerranéenne, riche en fibres, antioxydants et en oméga 3, sont en fait la base d'une bonne santé et d'une bonne longévité, et dans le cadre de la périnatalité aussi, d'une réduction de tout ce qui est les maladies inflammatoires. Ça, c'est très, très, très important parce que on peut parler de l'endométriose, mais on peut parler de toutes sortes de maladies inflammatoires ou digestives aussi, en fait, de problèmes digestifs qui peuvent être inhérents à la grossesse et à la modification hormonale. Mhm. Ouais, hyper intéressant. Effectivement, on va ouvrir tous ces sujets avec toi, je l'espère, en tout cas très longuement, hein, sur toutes les capsules qu'on va développer ensemble. Et déjà là, avec tout ce que tu nous as dit, on entend alimentation, on entend nutrition, micronutrition. Euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être juste pour mettre un petit peu en place les choses pour les auditeurs prochainement, faire un petit peu, il y a une distinction entre tout ça d'une manière très simple, alimentation, nutrition, micronutrition. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite définition de chacun de ces termes? Ben, effectivement, donc l'alimentation en général, c'est c'est nos repas quotidiens. Dès qu'on rentre un peu dans le domaine de la nutrition et de la diététique, on va parler alors des grandes familles, les sucres, glucides, les graisses, acides gras ou les protéines et acides aminés. Voilà, ce sont les grands éléments. En plus de cela, on peut rajouter aussi les vitamines et les oligo-éléments. Alors, dès qu'on rentre en fait dans la micronutrition, c'est en fait en dehors de ces grandes familles de sources de carbone que sont les glucides et les protéines et les graisses, toutes trois apportent en fait le carbone nécessaire à la construction de la vie. Mais pour que ce carbone qui est nécessaire à la construction de nos corps, et même des petits bébés à la naissance, il faut qu'il y ait des éléments, des micro-éléments, donc sous forme de vitamines ou d'oligo-éléments, donc certains, on va dire, le fer, le calcium, le magnésium, ainsi de suite, qui sont très importants. Mais un des points les plus importants que j'ai identifiés et sur lesquels je travaille depuis longtemps, c'est Mhm. qu'aujourd'hui, c'est cette carence en oméga 3. On mange 30 fois moins d'oméga 3 et ça induit un déséquilibre, c'est-à-dire que dans les graisses, il y a quatre familles, on va dire. Il y a les graisses saturées, qu'on pourrait dire oméga 0, les graisses monoinsaturées qui sont oméga 9, c'est-à-dire il y a une seule double liaison. C'est comme l'huile d'olive notamment, qui Mhm. est très riche en acides gras monoinsaturés, oméga 9. Et il y a les graisses polyinsaturées, et dans les polyinsaturés, il y a les oméga 6 et il y a les oméga 3.
Dans les années 70, 70, pour parler en Suisse ou en Belge, on a mis en avant l'importance d'avoir des acides gras polyinsaturés, mais à cette époque, on n'avait pas encore fait la distinction des oméga 6 et des oméga 3, qui avaient deux grandes familles. Il a fallu attendre 10 ans pour comprendre que ces deux grandes familles avaient des effets totalement opposés. Et donc, dans les années 70, on a préconisé l'apport massif de graisses polyinsaturées, peu importe leur nature oméga 6 et oméga 3. Donc, on a eu des margarines, voilà, je ne vais pas donner de nom, mais qui étaient riches en acides gras polyinsaturés. Et l'industrie agroalimentaire a privilégié les graisses oméga 6 parce qu'elles étaient très stables à la chaleur et très faciles à travailler. Et donc, on a fait beaucoup de margarine à base d'oméga 6. Et ça a amplifié le déséquilibre oméga 6, oméga 3. Et progressivement, nos oméga 3 ont disparu de notre alimentation. Donc, on mange 30 fois moins d'oméga 3 que nos grands-parents. Et ça a un effet, alors 10 ans après, même un peu plus tard, en 1984, il y a un prix Nobel qui a parlé de la cascade arachidonique. Et qu'est-ce que c'est que la cascade arachidonique? Excusez-moi pour utiliser des termes un peu complexe, mais c'est un sens important. Donc, M. Samuelson, professeur Samuelson, a obtenu le prix Nobel parce qu'il a montré que les acides arachidoniques, qui sont les oméga 3 à longue chaîne, oméga 6 à longue chaîne, sont essentiels pour le développement de la cellule, mais interviennent dans tout ce qui est le phénomène inflammatoire. D'ailleurs, c'est totalement d'actualité aujourd'hui parce que les grands groupes comme Nestlé et Danone ont dû rappeler dans des laits maternisés qui rajoutaient de l'acide arachidonique et malheureusement qui étaient contaminés par des bactéries. Et ça, c'est un peu, aujourd'hui, c'est un peu le drame. Donc, les laits infantiles enrichis sont enrichis avec de l'acide arachidonique aujourd'hui. On pourra en reparler dans un autre cadre, mais voilà, c'est important parce que justement, beaucoup de jeunes mamans se sentent concernées par ces laits et autres, et comment enrichir, éventuellement apporter un lait qui soit comparable au lait maternel. C'est ça qui est très important. Et dans le lait maternel, donc j'ai fait beaucoup d'études montrant qu'aujourd'hui, les mamans qui allaitent, dans le lait maternel, il y a 30 fois moins d'oméga 3 que d'oméga 6 par rapport à nos grands-parents. Donc, l'alimentation de la maman influence directement la qualité du lait maternel et on va essayer de comprendre comment faire pour apporter à la maman ces oméga 3 pendant toute la phase de la conception à la naissance et à l'allaitement, ces oméga 3 qui sont essentiels à la fois pour la maman et pour le bébé. Oui. C'est hyper intéressant. Et puis, effectivement, on prendra le temps de revenir d'une manière très complète sur ce phénomène chez les femmes enceintes, chez les mamans, les bébés à naître. Parce qu'effectivement, il y a du boulot à faire, mine de rien, si on veut que notre humanité continue en pleine santé. Mais du coup, moi, quand je t'entends parler justement de toute cette cascade-là, finalement, plus d'oméga 6 que d'oméga 3 actuellement. Donc, ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Donc, on est vraiment sur des générations maintenant, finalement, quand j'écoute là ton travail, c'est ça. Est-ce que, puisque là, on est vraiment sur l'alimentation, est-ce qu'à ton sens, juste avec une alimentation naturelle, la plus brute, et notamment peut-être l'alimentation méditerranéenne que tu préconises et que là, en sciences, on a tendance à vouloir valoriser parce qu'on a des évidences maintenant. Est-ce que ça pourrait suffire à l'heure actuelle, avant même d'envisager des compléments, etc. Est-ce qu'on pourrait se dire, moi, je mange méditerranéen, je mange bio, j'ai cette hygiène de vie-là, et puis est-ce qu'on peut se dire ça suffit à rétablir un petit peu cet équilibre-là C'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas chaque ménagère ou chaque personne qui prépare les repas n'a pas nécessairement un système qui permet d'analyser la teneur, les rapports oméga 3, oméga 6 dans les produits qu'ils consomment. On sait déjà que les produits, par exemple les végétaux verts,
même s'ils ne sont pas très riches en graisse, le peu de graisse qu'ils contiennent sont extrêmement riches en oméga 3, parce que les oméga 3 sont les composants essentiels des chloroplastes, c'est-à-dire l'endroit où les végétaux font la synthèse chlorophyllienne. Et ça, donc, si vous voulez avoir beaucoup d'oméga 3, il faut manger des légumes verts, c'est très important. Et c'est ce que j'ai pu montrer, par exemple, chez le taureau de Camargue, qui est un peu un modèle. J'ai comparé la composition des graisses d'un taureau de Camargue par rapport à un bœuf d'élevage. Déjà, le taureau, il fait 500 kilos, tandis que le bœuf, il fait 1 tonne. Et le taureau, il a 4% de graisse, tandis que le bœuf en a 25%. Donc, il a 6 fois plus de graisse. Et ça veut dire que la personne, l'éleveur, il a intérêt à nourrir les animaux comme si c'était un bœuf qui est dans une étable et qui est gavé avec des aliments riches en oméga 6. En fait, en réalité, les oméga 6 provoquent une inflammation. Et cette inflammation provoque une prise de poids et une transformation des sucres rapide en graisse viscérale. Et donc, on a fait l'obésité animale avant de faire notre propre obésité à nous, parce qu'on a nourri les animaux. Pour répondre à ta remarque tout à l'heure, ça ne s'est pas fait en un jour, mais après la guerre, tout le monde a voulu avoir accès à la viande, et il a fallu produire de la viande en grande quantité et bon marché. Donc, les animaux qui couraient dans la nature, qui broutaient de l'herbe, ont été mis dans des étables, dans des box, ce qu'on appelle en stabulation, pratiquement immobilisés et gavés avec des céréales très riches en oméga 6. Et on a fait de l'obésité animale. Et ce que je veux dire qu'aujourd'hui, si j'ai fait beaucoup d'études sur la composition des taureaux de Camargue, on a un rapport 1 oméga 3 pour 1 oméga 6 dans le taureau, ce qui est le rapport normal, tandis que chez le bœuf, on a un rapport 1 oméga 3 pour 10 oméga 6. Et pour faire le parallèle, donc en fait, les personnes qui mangent cette alimentation transformée industrielle bon marché ont tendance effectivement à modifier également leur taux d'oméga index. Alors, j'ai prononcé le mot. L'oméga index, en fait, c'est le taux d'oméga 3 qu'on va retrouver dans nos membranes de nos cellules et notamment dans les globules rouges. Et pour les mamans, on a mis au point des tests qui permettent de suivre le statut de la maman pendant la grossesse. Et c'est ce que j'ai fait des études justement sur plusieurs dizaines de mamans sur l'évolution du taux d'oméga index, de taux d'oméga 3 dans son lait, avec l'apport notamment des œufs Columbus. Voilà. Ouais. Et j'ai montré qu'on pouvait tripler la teneur en DHA dans le lait maternel lorsqu'on mange 2 œufs, l'équivalent de 2 œufs Columbus par jour. Ça, c'est très important et je reviendrai un peu plus dans les détails après, dans les semaines à venir, si tu m'invites encore, Audrey, pour parler de tout ça. Et je serai très, très heureux de développer ce projet parce que c'est vraiment essentiel, à plusieurs titres, parce que d'une part, la maman apporte une quantité phénoménale d'oméga 3 à longue chaîne, et pendant les derniers mois de la grossesse, notamment, elle apporte à peu près 250 mg par jour de DHA à son bébé chaque jour. Ça veut dire que sur les 100 derniers jours, elle apporte à peu près 25 grammes. Or, ces réserves, au départ, si elle était, alimentée comme nos grands-mamans, elle aurait à peu près tout dans les seins et dans ses corps gras. Aujourd'hui, malheureusement, avec l'évolution de la vie, il y a presque plus de réserves au niveau des seins et des fesses, mais les dernières réserves sont au niveau du cerveau. Donc, elle va donner à son bébé, c'est pour une question vraiment parce qu'elle doit donner à ce bébé, elle va donner 25 grammes de DHA. Or, dans le cerveau, elle a à peu près 75 grammes de DHA. Ça veut dire qu'elle va donner le tiers de son DHA. Et à la fin de la grossesse, à la naissance, la maman est épuisée parce qu'elle a tout donné à son bébé. Elle peut faire une dépression postpartum, dont la raison majeure, c'est cette carence en DHA. Donc, c'est très important, à la fois pour le bébé et à la fois pour la maman. Oui, c'est vrai qu'on commence réellement à en parler
parfois plutôt en milieu fermé, mais ça commence à arriver. Puis effectivement, là, avec ce genre de test que tu développes, hein, notamment, on dédiera un épisode complet, vraiment, je pense à ça. Là, c'est Je pense que hyper c'est intéressant. essentiel parce que c'est presque un message, c'est un cri d'alarme, quoi. Voilà, vraiment, Oui, oui, oui. ça peut apporter un tel bien-être aux mamans et aux bébés, garantir et ça, réduire les risques de naissance prématurée, ainsi de suite, de petits poids à la naissance. Oui. C'est vraiment un impact énorme. Et tout ce que je dis là est extrêmement chiffré et Oui, analysé, publié. Ce n'est pas une élucubration d'un oui. chercheur C'est indépendant. ça, c'est ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'on est vraiment maintenant là sur l'expérience, sur de la science aussi, et ça commence à être clairement établi. Donc forcément qu'on y consacrera un vrai moment à ça, hein, pour les femmes enceintes et celles qui sont aussi en période de préconception, parce que finalement on pourrait même aller voir avant, hein, quelque part, le temps de tout préparer, plutôt que de faire sur un temps concentré. En tout cas là, moi je vois les femmes que j'accompagne, Mm. inévitablement, on les sent, même si on ne mesure pas encore, parce que jusqu'à maintenant, je n'étais pas au fait, hein, de ces tests-là. On le voit, cette dépression du postpartum qui arrive très très tôt maintenant. Et c'est vrai que si là, aujourd'hui, on a des solutions, autant essayer de les ouvrir le plus possible. Donc ça, on le fera avec joie, qu'on en reparlera ensemble. Euh, Peut-être pour aujourd'hui, quand j'entends donc oméga 3, oméga 6, donc on sait que les deux sont importants, c'est pas, voilà, il y a besoin d'un équilibre. Tout ça rejoint vraiment, on parle de l'inflammation, de microbiote, il y a un petit peu tout ça qui s'imbrique gentiment dedans. Euh, Est-ce que peut-être on pourrait, puisqu'on sera amené quand même à être là ensemble quelques fois, si tu veux bien, on pourrait peut-être essayer de définir d'une manière assez simple, finalement, pour les auditeurs, les auditrices qui viendraient par là. Euh, on a bien entendu le déséquilibre oméga 6, oméga 3. L'inflammation, toi, tu la définirais comment Alors, d'une manière... l'inflammation, en fait, c'est un processus naturel. C'est un processus qui est extrêmement important parce que c'est l'inflammation qui permet de, de nettoyer les cellules qui sont abîmées, qui sont lésées, et on déclenche une cascade inflammatoire. C'est la cascade arachidonique. Malheureusement, aujourd'hui, quand on a beaucoup d'acide arachidonique et très peu de DHA, c'est ce rapport EPA-DHA par rapport à l'acide arachidonique qui va définir finalement le statut inflammatoire de la personne. Et d'ailleurs, on fait cette mesure-là également. Et aujourd'hui, on développe en fait une réaction inflammatoire à tout propos, même contre notre propre cellule, parce qu'on a défini finalement le zone de la sensibilité. On devient hypersensible à toute agression, que ce soit virale, traumatique, même de stress. Et du coup, on crée une inflammation pour se défendre contre l'ennemi ou régénérer des cellules. Et à un point tel qu'aujourd'hui, on développe des maladies auto-immunes et que notre corps déclare que certaines de nos cellules ne font pas partie du groupe de notre propre corps et on crée alors des maladies. Et cela, c'est simplement lié au fait qu'il y a beaucoup trop d'oméga 6 et trop peu d'oméga 3. Pas simplement, en fait, je devrais être un peu plus précis dans mon discours, c'est qu'aujourd'hui, les oméga 3 sont très, très fragiles. Ils l'ont toujours été. Ils sont très sensibles à la chaleur, à l'oxydation, à la chaleur, à l'air, à la lumière. Donc, si vous prenez des oméga 3 d'origine végétaux, comme de l'huile de lin ou autre, prenez des tout petits récipients contenant plutôt de 200 millilitres que vous mettez au frigo après avoir ouvert et que généralement dans une bouteille qui soit brune, en tout cas qui ne soit pas tout à fait, qui soit colorée, en tout cas, qui ne laisse pas passer la lumière. Et si vous l'avez, une fois avoir ouvert, vous devez la consommer on va dire, dans le mois qui suit maximum, même en ayant gardé au frigo. C'est très important. Parce qu'un oméga 3 oxydé a un effet plus inflammatoire qu'un oméga 6. Donc ça, c'est ça le gros danger. Et c'est pour ça qu'il faut absolument associer la prise d'oméga 3
sous une forme d'alimentation, c'est comme dans les végétaux, avec des polyphénols naturels. Alors, il y a 8000 polyphénols naturels. Les polyphénols, ce sont des antioxydants apportés par les plantes, Mhm. voyez-vous? Et pour refaire le parallèle avec l'œuf Columbus, au début, je donnais à mes poules beaucoup de lin, et ça marchait très bien. Les 2, 3 premières semaines, elles étaient en pleine forme et autres. Et puis, je me suis rendu compte qu'elles commençaient à péricliter, elles devenaient plus agressives, et ça n'allait plus du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je donnais beaucoup d'oméga 3 sans leur apporter des polyphénols comme elles trouvent dans la nature. Donc, Ouais. et c'était le secret de Columbus, c'est de leur donner finalement du thé vert. Notamment dans le thé vert, il y a beaucoup de polyphénols qui vont protéger les oméga 3 contre l'oxydation. C'est très Mhm. important. Ouais. Et voilà, et c'est ça qui est très très important. Je vous ai donné un petit secret, mais il y en aura encore d'autres après. Oui, oui. Et ça, c'est vraiment super, hein, parce que je m'en souviens aussi, ben justement, à l'époque où on s'était rencontrés, j'étais vraiment je revenais à une alimentation beaucoup plus brute, beaucoup plus naturelle, beaucoup moins transformée. Il était justement question de beaucoup de graines de lin, d'huile de lin. Et tu m'avais déjà mis, je me souviens très bien, le doigt là-dessus sur attention, parce qu'effectivement, ça va s'oxyder, puis ça peut faire presque plus de dégâts qu'autre chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut faire un petit message là-dessus, parce on entend de tout, même d'une manière scientifique. On a en termes de micronutrition, souvent on nous dit il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Il n'y a jamais vraiment de nuance. Et y compris là, justement, dans l'inflammation, on nous dit il faut combattre l'inflammation, il faut une alimentation anti-inflammatoire, mais on comprend bien que de l'inflammation, on en a besoin, le corps, il en a besoin, mais il s'agit juste de restaurer un équilibre. Et puis là, on voit bien, on apporte trop d'oméga 3. Bah oui, mais si la qualité n'est pas là, si cet oméga 3-là s'oxyde, je ne sais pas si je l'entends bien comme ça, eh ben, on va Si, aussi si, conduire à une inflammation plus importante. exactement. Donc, c'est pas évident. C'est pas Hum, évident en fait, de respecter la nature parce hum, que la nature est un peu complexe, mais ouais, je pense que comment dire, il faut connaître les règles, il faut connaître ce qu'on mange, savoir aussi suivre, avoir un indicateur sur notre état de santé. Je pense mesurer, c'est important. Donc c'est pour hum, ça, aujourd'hui, beaucoup d'analyses sanguines sont focalisées sur le taux de cholestérol oui, et très peu sur le taux d'oméga index. C'est en train de changer, notamment aux États-Unis. Donc, j'ai fait pas mal de recherches, notamment des études cliniques là-bas. Et mhm, avec les deux professeurs qui ont lancé le dosage de l'oméga index au niveau mondial, qui est le professeur William Harris, et le professeur Clemens von Schacki en Allemagne. Donc, on a publié ensemble des articles en 2004, donc ça ne date pas d'hier déjà, c'est mhm. 2026. Mais Ça fait une maintenant, aux belle- États-Unis, le dosage de l'oméga index est en train de progressivement remplacer le dosage du cholestérol sanguin Ah comme oui. un indicateur majeur de l'état de santé. Et ça, c'est très important parce que à l'époque, donc des années 2000, on parlait du cholestérol, il faut prendre des statines, il faut réduire le taux de cholestérol. En réalité, le taux de cholestérol est uniquement lié au taux d'oméga 6. Plus vous avez d'oméga 6, plus vous avez du cholestérol. Et c'est une protection. Et le cholestérol est en fait quelque chose qui va stabiliser la membrane contre la rupture de la membrane. Donc, c'est comme si on mettait un peu de ciment dans ce mur de pierre, ce mur de pierre sèche. Le Mhm. cholestérol, c'est son rôle pour éviter que le mur ne s'écroule ou ne cède, qui finalement conduit à des problèmes de thrombose ou euh, de thrombose, athérosclérose et autres, de bouchage des artères. Et ça, c'est très important. C'est pas le cholestérol le problème, c'est le déséquilibre oméga 3, oméga 6, et surtout lié non pas à un excès d'oméga 6, mais à une carence en oméga 3 et un Mhm. excès aussi de molécules d'acide gras oxydées. C'est très important. Donc, c'est pour ça Ouais. l'alimentation inflammatoire, c'est pour éviter que ces graisses qui sont très fragiles, ces graisses polyinsaturées, ne soient oxydées. Mhm. Waouh. Waouh. Il y a déjà énormément déjà dans ce premier épisode, Thomas. Il y a peut-être juste deux dernières petites choses sur lesquelles on pourrait encore mettre l'accent, alors qui me semble intéressant, parce que je t'entends parler. Donc, évidemment, il y a eu des études de fait là sur le taureau, tu en parlais.
de Camargue, etc., j'entends beaucoup, bon là c'est mon côté plus empirique et plus holistique, on va dire, finalement on devrait presque réapprendre, nous en tant qu'êtres humains, qu'on fait partie de ce vivant-là et puis qu'on a besoin de respecter ses règles. Est-ce que c'est ce que j'entends bien de ta part? Oui, tout à fait. Oui, arrêter vraiment cette alimentation le plus possible ultra transformée, puis revenir au basique dans un premier temps Voilà. et Alors, mesurer éventuellement avec l'évolution là, de la science aujourd'hui. il y a des démarches qui ont été faites, et notamment en France et je pense aussi en Suisse, hein, ou en Mhm. Belgique. C'est en fait, par exemple, la filière bleu-blanc-cœur. Oui. Aujourd'hui, il y a 7000 exploitations en France donc, qui suivent ce brevet, cette façon que j'ai mis au point il y a 30 ans, euh, pour justement apporter des oméga 3 aux animaux, Mhm. avoir des produits équilibrés, en tout cas plus riches en oméga 3 comme dans le lait, dans les œufs, dans la viande, dans le fromage. Et ça, c'est très important. Puis je me suis dit quand même, c'est pas juste parce que les gens qui n'ont pas accès, Oui. par exemple les véganes, qui ne consomment pas de produits d'origine d'animaux, donc du lait, du fromage, de la viande ou autre, ou des œufs, Mhm. ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont plus qu'à manger des végétaux. Et alors là, il y a des très grandes carences qui arrivent parce Oui. qu'on n'a pas les mêmes outils que les poules ou que les ruminants pour transformer ces oméga 3 d'origine végétaux, donc l'acide, on appelle ça l'acide linolénique, en oméga 3 à longue chaîne. Et donc là, c'est un gros problème parce que, en fait, les œufs, que ce soit la poule par l'intermédiaire de l'œuf ou dans la viande ou dans le lait, c'est l'animal qui transforme ces oméga 3 à courte chaîne à là en oméga 3 DHA qui est essentiel pour le cerveau notamment. Et c'est très très important parce que donc, je vais vous apporter des solutions différentes. C'est qu'aujourd'hui, c'est un peu une première mondiale. On a maintenant du DHA d'origine végétale. Donc, je vais Mhm. pouvoir faire un produit. J'avais fait un produit qui s'appelait le Philobio, l'ami de la vie, qui Mhm. permet de retrouver cet équilibre oméga 3, oméga 6 au niveau intestinal et au point de vue du microbiote. On va parler aussi un peu à l'occasion de la flore intestinale, du Oui. microbiote et des prébiotiques, des probiotiques très important. J'ai pas mal d'informations à ce sujet-là à vous apporter. Mhm. Mais il y a aussi le fait que chez les véganes, il faut absolument avoir une source végétale de DHA, et ça, je l'ai associé à des vitamines B12, notamment la vitamine B9, l'acide Mhm. folique, c'est très important pour la croissance du bébé, et ainsi de suite. Ça, on pourra en parler longuement, avec grand plaisir. Pas trop longuement, parce qu'on ne va pas saouler nos éditeurs et éditrices, Ouais. mais c'est Ouais. passionnant. Merci. Oui, bah oui, bien sûr. À tous les coups, qu'on partagera tout ça. Et écoute, peut-être un dernier petit message, peut-être, parce que c'est vrai que là, on a pas mal de choses très enrichissantes pour les personnes qui seront de passage. Euh, pour toi, donc en tant que chercheur, en tant que scientifique, mais aussi en tant qu'humain, aujourd'hui, à l'heure actuelle, en termes d'alimentation, puisqu'on aura l'occasion de parler de compléments alimentaires, etc., quelle est ta base ou tes bases non négociables au quotidien dans notre alimentation pour déjà voilà, essayer de naviguer à minima avec le moins d'inflammation possible ou le plus d'oméga 3 possible avant même d'aller envisager Bien des sûr. compléments Alors, en alimentaires? fait, les trois bases, c'est d'apporter dans l'alimentation des fibres, la notion de fibres solubles, qu'on appelle les Mhm. prébiotiques. En fait, les bases, ce sont les prébiotiques. Les trois prébiotiques les plus essentiels pour nourrir notre flore intestinale, ce sont les Mhm. fibres solubles, ce sont les oméga 3 et ce sont les antioxydants de type polyphénol. Je ne vais pas faire de la publicité, Non, mais je pas pense, encore. Ouais. je suis content d'avoir fait il y a 20 ans parce que j'ai adapté à l'homme ce que j'avais fait pour l'animal, pour la poule, Oui, voyez-vous? Et oui. ça, c'est important. Et c'est la première étape. Tout est d'origine végétale. Il n'y a Ouais. aucun produit de synthèse. Ça, c'est très Mhm. important. Mhm. Associé aussi à tous les oligoéléments, donc le fer, l'iode, le calcium, le magnésium, le manganèse et tous les microéléments, le sélénium notamment, que je crois
en fait, au passage par la nature, par le végétal, pour Oui. l'alimentation. Donc, je serais plutôt quand même un chantre de l'alimentation végétale, Oui. biologique, éviter effectivement des produits, des intrants chimiques, insecticides, herbicides, conservateurs, qui Mhm. agissent directement aussi sur la flore intestinale. Et ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, pour avoir je veux dire, un bon métabolisme, la première étape, c'est prendre soin d'abord son, son, de son ventre, Oui. de son ventre Donc, et du on coup, parle du ventre, le légumes deuxième verts cerveau, plutôt. c'est super important. Ouais. Donc, du coup, Comment? plutôt des légumes verts, plutôt des légumes verts pour avoir cet apport de fibres de qualité, ou en tout cas des Ben, légumes il y a, en de fait, base. en réalité, les légumes verts, c'est surtout pour les oméga 3, Ok. mais on Mhm. trouve beaucoup d'oméga 3 dans le lin, hein. Donc le lin, c'est Mhm. l'huile de lin qui est la plus riche en oméga 3, comme l'huile de chia, Oui. qui en fait contient à peu près entre 60% des graisses sous forme oméga 3 et 12% sous forme oméga 6. Donc ça veut dire un Mhm. rapport un oméga 6 pour 5 oméga 3, alors que dans le maïs, c'est un oméga 3 pour 50 oméga 6, voyez-vous? Oui. C'est ça. Oui. Alors, donc, je pense qu'il faut prendre des légumineuses, c'est très, très bien. Mhm. Les lentilles, le soja, le lin, c'est très important, des légumes verts, euh, avec effectivement des différents mélanges, avec du riz. J'ai beaucoup travaillé sur le riz aussi, par exemple, très, très important. Mhm. Oui, oui. Et donc tout ça se retrouve finalement, on en revient à cette fameuse alimentation méditerranéenne. Voilà. Je disais donc finalement tout ça se retrouve dans la fameuse alimentation méditerranéenne dont on a parlé un petit peu là Exactement, ici. c'est la baisse, Ah, oui. Voilà. Effectivement. c'est Alors, c'est la c'est base. assez drôle parce que j'ai fait pas mal de publications et Mhm. là, je suis tombé sur une publication qui est sortie en 2022, donc il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans, où une université de Bergen, en Mhm. Norvège, a étudié l'espérance de vie en fonction des aliments qui est consommé. Et ça, c'est très intéressant. C'est une formule mathématique assez complexe, mais je me suis Mhm. amusé à rajouter en fait l'apport des phylobio, et chaque fois qu'on prend 30 grammes de phylobio, alors là, je vais faire sursauter beaucoup de monde, mais chaque on prend un sachet de phylobio, on Mhm. gagne 7 heures d'espérance de vie. Waouh. Alors, Ah, 7 heures, ça paraît pas beaucoup, mais quand mais même. c'est pas mal. Je pense que lorsqu'on arrive à la fin de sa vie et qu'on se dit, tiens, je resterai Mhm. bien 7 heures de plus, ce serait C'est bien. ça. C'est Voilà. ça. Bah oui. Bah écoute, Thomas, écoute, je trouve extraordinaire vraiment ce partage que nous avons eu déjà aujourd'hui, tout ce qu'on a pu déposer, en tout cas mettre en place pour les prochains épisodes qui seront les nôtres, parce que c'est vrai que la base, c'est quand même le vivant, c'est l'alimentation d'abord, et ensuite évoluer avec la science, avec les technologies, les outils, les connaissances qui sont les nôtres aujourd'hui. A priori, on ne peut plus faire sans, si j'ai bien compris. Il va falloir quand même compter là-dessus les prochaines années. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier message pour nos auditrices, nos auditeurs, les personnes qui seront de passage, avant qu'on se retrouve une prochaine fois pour d'autres Mais aventures? écoute, le message d'une part, c'est merci. Merci de m'avoir fait participer à cette interview. Et surtout, je me réjouis de la future. Donc vraiment, voilà, j'attends vos retours, s'il y aura des retours, s'il y a des questions sur ce qu'on a dit aujourd'hui, je serai très très heureux de les développer dans les prochaines capsules. Mais oui, alors bien évidemment, de toute manière, on mettra les coordonnées partout, ce sera diffusé, là où, sur les plateformes où ce sera, les coordonnées pour te joindre, pour me joindre, pour les questions à venir qui pourront aussi euh, nous, continuer à faire développer ces capsules santé, effectivement. Et puis, ben, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Nous avons hâte, effectivement, d'attendre vos retours et vos questions pour d'autres aventures. À très bientôt. À bientôt. Voilà.